Bonjour à tous, bienvenue, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. C'est la première de Buonasera Calcio, voilà, écoutez, je suis très très content. Ça fait bien longtemps que j'ai pas parlé de foot avec vous, je suis super content que ça commence réellement. Voilà, c'est vraiment cool. On va vérifier que le son fonctionne, et c'est le cas, donc tout va bien. Je voulais juste faire un petit test. Voilà, ce soir, déjà je vais commencer par me présenter parce que entre les gens qui vont écouter le podcast, peut-être visionner la vidéo plus tard, ou les gens qui me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu, comme ça vous connaîtrez un petit peu ma philosophie, on va dire. Comment est-ce que j'appréhende le foot, comment est-ce que je me positionne par rapport au football. Et puis ensuite, on va parler de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2022. On va revenir un petit peu dessus. Avec la 93e, on en parlera. En l'occurrence, on n'a pas fait d'émission pendant la Coupe du Monde. J'avais envie de revenir un petit peu dessus. C'est un événement majeur du football mondial, hein. Voilà, et je voulais aborder la Coupe du Monde sous trois thèmes un petit peu. D'abord l'émotion, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que les gens ont vécu au niveau émotionnel. Ensuite la technique, comment est-ce que la Coupe du Monde s'est déroulée au niveau technique. Et enfin, qu'est-ce que ça implique avant, pendant et après d'avoir organisé une Coupe du Monde au mois de décembre. Maintenant, on a un petit peu de recul, hein, donc on va pouvoir un petit peu voir quels ont été les impacts par rapport à une Coupe du Monde au mois de juin. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que, comme promis, je vais déjà commencer par me présenter. Alors, peut-être certains d'entre vous me connaissent, déjà parce que c'est des gens de mon entourage, donc ça c'est très possible, mais aussi et surtout parce que pendant 3 ans, j'ai participé à un podcast construit d'ailleurs et participé avec d'autres gens, hein, avec Chris, avec Ludo, avec Aurélien, avec Kevin, avec bref, tous les gens qui sont venus, Loris aussi qui est passé au début. J'ai construit on a mis en place un podcast qui voulait parler du football européen. Parce qu'on est fan de football européen, tous autant qu'on est, et ça s'appelait la 93e. Donc on l'a fait pendant 3 ans. Là, ces derniers temps, depuis le début de saison, on a du mal à le réorganiser tous ensemble parce que on a des vies palpitantes, tous autant qu'on est. Et voilà, c'est pas forcément possible pour l'instant. Ça veut pas dire que ça reviendra pas. Il est probable que peut-être un jour on réorganise au moins plusieurs épisodes de la 93e. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est plus le cas depuis le début de saison, mais allez savoir. Donc on a fait la 93e pendant 3 ans, et puis moi j'avais envie aussi juste de vous donner mon avis sur le foot. 2 fois par semaine, 30 minutes, pas très long. Je voulais juste vous donner un espèce d'avis tranché sur certaines choses qui se passent dans le football. Donc ce sera le lundi et le jeudi. Le lundi, hein, ce sera certainement le week-end de foot qu'on va débriefer. Et le jeudi, ça va être plutôt certainement la Coupe d'Europe. Mais quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, ce sera peut-être un autre sujet. Donc voilà. Alors, après avoir parlé de foot à la 93e pendant 3 ans, vous me connaissez peut-être. Mais si c'est pas le cas, moi ça fait 35 ans que je regarde le foot. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'années. Et à peu près, hein, mais que je suis vraiment le foot, ça fait 35 ans. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec le foot des années 90 et 2000, bien sûr. Et c'est vrai que ce qui m'a éveillé au football, c'est la Coupe d'Europe. C'est la Coupe d'Europe parce qu'à l'époque, juste pour vous donner un petit peu de contexte, à l'époque, il y avait très très peu de foot à la télé. En tous les cas, voilà, c'était compliqué, ou alors c'était des chaînes cryptées, payantes, etc. Et c'était pas trop la mode à l'époque d'avoir ce genre de choses. Donc oui, j'ai commencé à regarder la Ligue des Champions sur TF1. Hein. Comme tout le monde, ça passait en clair à l'époque. Et l'équipe qui dominait le monde à l'époque, c'était l'AC Milan. Donc voilà. En plus de ça, Van Basten avait fait un Euro 88 absolument stratosphérique. Et en l'occurrence, il avait marqué un but complètement fou en finale de l'Euro 88. Et c'est lui qui m'a amené à l'AC Milan. Et c'est l'AC Milan qui ensuite m'a amené au foot italien. Et c'est pour ça que ça s'appelle Buonasera Calcio. Alors, c'est pas un podcast sur le football.
italien, pardon, mais j'avais envie de faire un clin d'œil parce que c'est vrai que je suis, je pense, un romantique du foot et que je suis fan de football italien. Pour moi, c'est le football le plus romantique qui existe. Donc voilà. Après, vous savez, hein, les goûts, les couleurs. Le football, c'est surtout des sentiments, des sensations. Donc c'est les premières sensations et les sentiments que j'ai ressentis dans le foot. Ça s'est passé en Italie, donc maintenant je suis un fan de l'AC Milan et je suis aussi un fan de la Serie A. Donc voilà. Vous le verrez tout au long de mes avis, mais je vais pas parler que de ça, mais vous le verrez tout au long de mes avis. Donc, pour vous dire, c'est le football dans les années fin des années 80, début des années 90 et milieu des années 90, c'était autre chose que le football des années 2020 ou 2010. On va dire que si je dois avoir une sensibilité footballistique pour des joueurs, ce sera plus des joueurs d'équipe que des joueurs individuels à statistiques. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus Paolo Maldini, Baresi que, on va dire, Cristiano Ronaldo ou Léo Messi. Pour moi, le plus important dans le foot, c'est l'esprit collectif, c'est le sacrifice collectif, c'est pas du tout la ligne de statistiques. Donc, après, je respecte bien sûr le talent incroyable de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi. Je dis juste que c'est plutôt comme ça que je regarde le foot. Par exemple, si on prend la Coupe du Monde 2018, parce qu'on va parler de la Coupe du Monde juste après, pour moi, le joueur emblématique et celui qui m'a le plus touché, c'est N'Golo Kanté. C'est pas Kylian Mbappé, même si j'adore Kylian Mbappé, j'en parlerai plus tard, mais j'adore Kylian Mbappé. Ça change pas que pour moi, le joueur qui représente le plus cette victoire en 2018, c'est N'Golo Kanté, parce que c'est ce type de joueur que j'aime. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment est-ce que je sens le football et la vie dans le foot. Il y a aussi autre chose, c'est que le football, je le prends pas juste comme un sport. Pour moi, c'est un phénomène sociologique, c'est un miroir déformant, des fois pas déformant, de la société dans laquelle on vit. Et j'aime beaucoup aussi regarder un petit peu le football et la société à travers ce qui se passe dans le foot. Donc c'est aussi ça pour moi le foot. Et puis j'ai grandi avec des grands chocs. J'ai grandi très clairement avec des Manchester United, AC Milan, des je sais pas, Real Madrid, Bayern Munich, des choses comme ça. Pour moi, le football, ou même dans les championnats domestiques, hein, des Inter Milan, des Juve Milan, des Juve Inter. Pour moi, le football, il devient intéressant, réellement intéressant, quand il y a des gros chocs entre grosses équipes. Donc c'est clair que vous me verrez pas, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on va en parler dans la Coupe du Monde là, mais vous me verrez pas m'emporter pour le petit qui bat le gros. Je suis content quand ça arrive, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le très très haut niveau technique et émotionnel. Donc pour moi, c'est deux grosses équipes qui sont dans les derniers tours. Donc voilà, je me suis un petit peu présenté, comme ça vous connaissez un petit peu ma philosophie. Même si je suis un supporter de l'AC Milan, d'ailleurs, hop là, un petit peu quand même. Bon, vous voyez pas, mais écrit Milan. Même si je suis un supporter de l'AC Milan, effectivement, j'ai un regard, je pense, objectif sur les adversaires du Milan, par exemple. Que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, honnêtement, hein, je pense pas avoir des équipes que je prends en grippe. En tous les cas, pas dans les podcasts. donc voilà. Je suis peut-être pas objectif sur Milan, donc je vais certainement pas en parler souvent parce que oui, effectivement, c'est trop passionnel pour que je puisse avoir un avis réellement objectif sur l'AC Milan. Donc voilà. C'est un petit peu ça. Bon, maintenant que je me suis présenté, déjà, je voulais vraiment vous remercier d'être là ce soir. Merci beaucoup à Chris et puis à Devi Forza Juve qui nous fait plaisir en étant là. Donc je vais commencer avec la Coupe du Monde, le sosie officiel de Rémi Vercoutre. En plus, je me suis laissé la barbe, donc effectivement, ça c'est encore plus. On part sur la Coupe du Monde. Donc, ce que je voulais vous dire, je voulais vous donner mon avis un petit peu sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, en gros, pour moi, c'est oui. Alors, je m'interromps parce que il y a
Forza Juve, je vais t'appeler Forza Juve parce que voilà, qui me dit Modric, tu dois bien apprécier du coup. Effectivement, j'adore Modric. Je suis ultra fan de Modric. Pour moi, quand il a eu le Ballon d'Or, je trouvais que c'était, ça revenait un petit peu à ce côté un petit peu, comment dirais-je, romantique du foot. Donc oui, c'est cool. Effectivement, je suis très content d'avoir de voir des joueurs comme Modric jouer et avoir du succès. Donc, reprenons un petit peu le fil de la discussion, et en l'occurrence, si on parle de la Coupe du Monde au niveau émotionnel, quand j'en parlais lors de la Coupe du Monde, il y a plein de gens en fait qui me disaient que ils avaient ressenti énormément d'émotions en regardant cette Coupe du Monde. J'étais assez surpris. Pourquoi est-ce que j'étais surpris ? Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi, le foot, ce qui m'intéresse vraiment dans le football, c'est quand il y a des chocs entre très grandes équipes. Donc très grand niveau, très grande nation aussi, en l'occurrence, lorsque c'est dans une compétition internationale. Et c'est vrai que la politique actuelle de la FIFA et de l'UEFA d'augmenter le nombre d'équipes qui participent aux compétitions, ça va pas exactement dans ce sens-là. Pour moi, le summum du foot, c'était l'Euro, et puis maintenant avec cette espèce de qualification là de meilleur troisième qui va se qualifier en l'occurrence en huitième de finale à l'Euro. Maintenant, les vrais matchs de très haut niveau à l'Euro, ils arrivent en quart de finale, pas avant. Donc c'est un petit peu embêtant. Avant l'Euro, quand j'ai commencé à regarder, l'Euro, déjà en poule, c'était des matchs de très très haut niveau. Donc, alors attends, Forza Youth qui me dit la seule émotion que j'ai eue durant ce mondial, c'est le retour des Bleus. J'y croyais vraiment pas, le reste des matchs, pas du tout. Pour conclure, j'ai trouvé le niveau de ce mondial vraiment cata. On va en parler juste après, du niveau technique. Mais déjà, au niveau émotionnel, oui, effectivement. Alors on peut se dire que déjà il y a eu cette finale complètement dingue, donc voilà, effectivement cette finale était folle, et ça je suis d'accord avec vous, moi elle m'a fait vibrer, mais en même temps c'était France-Argentine. Si je reste un petit peu dans la logique que j'ai, en fait en l'occurrence c'est deux très grosses équipes à très très haut niveau, là en l'occurrence c'est la finale de Coupe du Monde, et il y a des rebondissements complètement fous. Donc oui, c'est cool, moi ça m'a fait vibrer. En revanche, c'est vrai qu'on peut aussi parler du Japon, on peut parler de la Corée du Sud, pas du Nord, la Corée du Sud. On peut parler, bien sûr, du Maroc. On peut aussi, dans une certaine mesure, parler de la Croatie, parce que quand ils rencontrent le Brésil, c'est normalement le Brésil est tout puissant, et c'est eux qu'on voit en finale, ou en tous les cas en demi-finale contre l'Argentine, et on veut savoir comment est-ce que ça va se passer. Donc il y a eu plusieurs surprises, dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu des grosses déceptions, comme par exemple l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, des choses comme ça. Effectivement, beaucoup. Alors Forza Youth, donc Kevin qui me dit avec le recul, j'ai pas vibré autant, je suppose, que lors de cette Coupe du Monde, mis à part la finale. Et donc Forza Youth qui dit, toi qui parles beaucoup de chocs, il y a beaucoup de chocs qui ont fait pchit, comme l'Allemagne contre l'Espagne, effectivement. Donc oui, c'est vrai, parce que de temps en temps, effectivement, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et effectivement, c'est vrai que les chocs, de temps en temps, peuvent faire pchit. Quand, en fait, on se retrouve dans une situation de poule comme ça, où en fait, on peut... un match nul arrangeait plus ou moins tout le monde, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais bon, en l'occurrence, donc je continue. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites équipes qui ont fait un peu se lever les foules, et puis il y a eu des grandes équipes qui sont passées complètement à travers. Donc effectivement, ça a créé des émotions. Bon, moi je vous ai dit ce que j'en pensais, très honnêtement, et je le dis, et c'est pas du tout condescendant, parce qu'ils ont fait une Coupe du Monde vraiment extraordinaire pour ce pays-là. Le Maroc en demi-finale, ou même la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde, ça me fait pas vibrer. Je vous le dis, c'est pas un truc qui me fait vibrer. Je sais pas, vous allez me dire, l'Atalanta en demi-finale de Ligue des Champions, ça me fera pas vibrer. Je serai pas spécialement content. Moi, je veux vraiment des très très grosses équipes qui se rencontrent. Donc après, je respecte les gens qui aiment bien les surprises dans le foot, mais dans les compétitions internationales, les surprises finalement, ça amuse très souvent, je trouve, les gens qui suivent pas le football. Alors je dis pas que c'est votre cas,
enfin les gens qui écoutent. Je dis juste que souvent les gens qui ne suivent le football que pendant les compétitions internationales sont plus enclins à soutenir les petites équipes. Donc voilà. Ouais, Forza Youth qui dit t'aurais adoré la Super League du coup toi. Alors la Super League n'est pas morte. Et en l'occurrence, oui, je suis plutôt pro Super League parce que mais j'en parlerai certainement plus tard dans Buonasera Calcio. Pas parce que je veux que cette ligue soit fermée, je veux juste que cette ligue appartienne au club. Et en revanche, effectivement, j'aimerais bien que cette Super League soit ouverte par rapport aux prestations sportives. Et pas parce que vous avez créé la Super League, donc vous êtes toujours qualifié. Pas du tout. En revanche, je ne veux plus, j'aimerais bien que l'UEFA n'ait plus rien à dire sur les compétitions européennes. L'UEFA, pour moi, est une organisation qui est... je vais pas utiliser de mots trop forts, mais en tous les cas, qui pense à beaucoup de choses, mais pas forcément beaucoup au football, essentiellement à ses revenus. Et en l'occurrence, ces revenus, elle ne les partage pas avec les gens qui créent ces revenus, qui sont les clubs. Donc pour moi, effectivement, et en plus, de temps en temps, elle a des influences politiques qui lui font prendre des décisions qui sont absolument pas logiques par rapport au football et à l'intérêt du foot. Donc, bref. Voilà, pour la Super League. Mais donc voilà. Donc effectivement, voilà, le Maroc a fait une super Coupe du Monde à son niveau, mais c'est pas effectivement, c'est pas ce que j'attends moi d'une compétition internationale. Alors bon. Les surprises, c'est cool, ça fait vivre des émotions. Il y a eu des rebondissements quand même dans les groupes. Dans les groupes de 4, on pensait que vu qu'il y a eu des favoris qui sont tombés, effectivement, la dernière journée a été intéressante, contrairement à beaucoup de fois. Donc ça, c'est vrai, en revanche. Effectivement, la dernière journée des poules a été plutôt intéressante. Et puis la finale de Coupe du Monde, pour moi, a été incroyable. Et encore, parce que pendant 79 minutes, ça n'a pas été terrible. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça. Au niveau émotionnel, voilà où est-ce qu'on en est. Des petites équipes qui font des gros coups. Ça me touche pas personnellement, mais je peux comprendre que ça fasse rêver certaines personnes. Voilà. Au niveau technique, effectivement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors pourquoi ? Déjà, et on va en parler aussi dans le troisième volet, c'est cette Coupe du Monde a été placée au mois de décembre et il y a eu à peu près, on va dire je crois que c'est 10 jours de rassemblement pour toutes les équipes. Et encore, ça dépendait de certains parce qu'il y avait des joueurs qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc ça veut dire que, en gros, excepté connaître le prénom d'un nouveau joueur qui vient d'arriver dans l'équipe, tu vas pas faire grand-chose. Au niveau tactique, tu vas rien pouvoir mettre en place, sachant que dans toute l'année, tu as dû te réunir à peu près 8 fois. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais un club de football professionnel, ils s'entraînent tous les jours ensemble, quasi tous les jours, on va dire 5 jours par semaine. Une sélection nationale va se rencontrer 8 fois par an. Donc forcément, le niveau technique collectif n'est pas bon. Après, le niveau individuel, bien sûr, ça dépend des joueurs que tu as. donc voilà. Attends, je lis juste une petite question. De toute façon, le foot en équipe, ça marche pas du tout, dit Forza Juve. Ils jouent tellement peu ensemble. Quand j'ai regardé la Carabao Cup et le match entre City et Liverpool, Kevin De Bruyne était incroyable comparé au mondial. Effectivement, c'est exactement ça que j'étais en train de dire. Ça illustre absolument mon propos. C'est que quand tu joues en permanence les uns avec les autres et qu'en plus, alors en l'occurrence Manchester City c'est un cas vraiment particulier parce que tu as Pep Guardiola qui est très très à cheval sur les tactiques offensives, les schémas préférentiels, les circuits préférentiels, etc. En fait, tu as des automatismes que tu n'as absolument pas en équipe nationale. Et en gros, en équipe nationale, soit tu as des très grosses individualités, et auquel cas elles vont faire des différences offensivement, et puis après, défensivement, tu essaies d'être le plus compact possible. Et puis voilà. Donc c'est vrai que au niveau technique, j'ai rien vu, excepté l'Espagne, qui m'a impressionné collectivement. Le problème de l'Espagne, c'est que ils sont impressionnants collectivement dans la maîtrise de la balle, mais ils ont oublié que le but du jeu du football, c'était de marquer des buts. C'est très embêtant, il joue sans numéro 9, ou plus exactement, il a décidé, Luis Enrique, de jouer sans 9, parce qu'il y en avait quand même, il y avait le numéro 9 du Betis, qui est le meilleur buteur espagnol
en activité, donc c'est dommage de pas le prendre. Mais bon, il a préféré Morata. On connaît Morata, hein, il a à peu près la même précision que Darwin Núñez, donc c'est pour vous dire comment on n'est pas bien. Donc donc voilà. Donc ils se sont trompés de sport, les Espagnols, on dirait du hand. Ouais, absolument. C'est tout à fait ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont cette maîtrise collective. Si effectivement oui, alors Forza Juve il est chaud sur Morata parce que donc il dit qu'il a la précision de Darwin Núñez mais aussi de Moïse Kean. Effectivement c'est le cas, donc c'est pas terrible. Donc oui, les Espagnols, le jour où ils trouvent un vrai numéro 9, je pense qu'ils vont faire mal, et encore, mais c'est vrai que leurs 3 offensifs là, ils étaient inoffensifs. Donc voilà. Et à part ça, il y a aucune équipe qui m'a montré collectivement quelque chose de vraiment construit. Les Brésiliens avaient tellement d'individualité qu'ils faisaient des différences un peu partout, mais c'était quand même pas très très élaboré. Les Argentins avaient un plan très clair, c'était un plan défensif, et ensuite on passe la balle à Messi et on voit ce qui se passe, et il se passe quelque chose parce que c'est Messi. Les Français avaient à peu près aussi le même type de tactique, hein. On est très très costaud, très compact, très solide, et ensuite on essaye de passer la balle à Griezmann et ou à Mbappé directement. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis après, les Marocains et puis les Croates, etc. C'était honnêtement, c'était pas terrible. Donc c'était pas terrible non plus le Portugal. Franchement, j'ai été très très déçu du Portugal. J'avais même parié qu'ils allaient être champions du monde. Pour moi, c'était l'équipe qui avait le plus de talent à tous les postes. Et puis en plus, ils étaient doublés, etc. Donc voilà, j'ai été très déçu moi sur le potentiel. Le jeu collectif et la technicité de cette Coupe du Monde. Après, bien sûr, plus tu as de joueurs très talentueux, plus ça va faire des différences. Et quand effectivement tu joues contre des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, ça peut faire des grosses différences. Donc voilà, c'est un petit peu ça. En tous les cas, au niveau technique, c'est ça que j'ai pu retenir. Il n'y a pas vraiment j'ai pas été impressionné par qui que ce soit. Donc ouais, t'as raison. Forza Juve note qu'effectivement au Portugal il y a de bons joueurs et au niveau offensif il y en a à l'appel des joueurs, mais on connaît leur sélectionneur qui malheureusement non, c'est bien que ça passe à autre chose, qui a mis fin à son expérience en tant que sélectionneur. Il a jamais gagné. Il a gagné l'Euro 2016 en faisant vraiment la ligne Maginot, quoi. Donc c'est pas du tout le type d'entraîneur qui va vraiment axer son jeu sur l'offensif. Quand vous avez Raphaël Leao et que vous le faites pas jouer, je dis pas ça parce qu'il est milanais, mais à chaque fois qu'il est rentré, il a fait de très grosses différences, d'ailleurs contre la Suisse en l'occurrence. Même si le match de la Suisse était un petit peu biaisé parce que en fait, en l'occurrence, le match de la Suisse, il y avait énormément de joueurs qui étaient malades apparemment. Donc le Portugal a fait de très grosses différences à ce match-là, mais il semblerait qu'il y ait plus de la moitié de l'équipe qui avait un espèce de virus gastrique, ou le virus du chameau, là, comme on l'appelait pendant la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc c'est après, oui, alors Forza Juve dit les sélectionneurs jouent trop défensivement. C'est vrai. Mais en même temps, quand tu n'as pas le temps, c'est beaucoup plus facile, on va dire, plus exactement. C'est beaucoup plus facile d'établir une tactique défensive, d'accord, en essayant d'avoir des phases de pressing, etc., des zones vraiment définies pour chaque joueur, etc., que d'avoir un fond de jeu collectif offensif. C'est très difficile de mettre ça en place. On le voit avec les entraîneurs de clubs qui ont leurs joueurs tout au long de l'année. En fait, tu as quand même des clubs qui n'arrivent pas à mettre un fond de jeu en place. Je sais pas, je vais prendre Lyon par exemple. Lyon, je prends cette équipe-là parce qu'elle n'a pas un effectif qui est dégueulasse. Elle a un effectif plutôt acceptable. C'est pas génial, mais ça va. Et en fait, ça fait des années qu'il y a des entraîneurs qui se succèdent, et pourtant, il se passe rien, en fait. Au niveau offensif, il se passe que dalle. Donc voilà, il y avait juste Genesio qui avait organisé son équipe défensivement, et qui jouait en contre, mais lui, c'était assumé, et voilà.
Donc, alors, deux, trois commentaires. Donc, inacceptable de la part de Santos, c'est Kevin qui dit ça. Inacceptable de la part de Santos de jeter une Coupe du Monde à la poubelle. Ouais, effectivement, parce que c'est vrai que c'est dommage. Il aurait pu vraiment sortir tout l'effectif du Portugal et vraiment jouer, quoi. Et malheureusement, il sait pas ce qu'il a fait. Et puis Cristiano Ronaldo est venu aussi un petit peu parasiter tout ça. Hein. Donc, voilà. Et effectivement, on l'a vu avec le Maroc, c'est Forza Youth qui dit on l'a bien vu avec le Maroc, jouer défensivement en sélection, ça marche mieux. Et la Grèce aussi en 2004. Oui, effectivement, et tu peux rajouter l'équipe de France en 2018. Hein. Et encore cette année, ça aurait pu le faire. Et tu peux rajouter aussi, je suis désolé, mais tu peux rajouter aussi l'Argentine en 2022. Parce que effectivement, l'Argentine, très honnêtement, excepté offrir des phases de pressing énormes, j'ai pas vu un jeu collectif vraiment, on va dire vraiment marquant ou vraiment léché, pas du tout quoi. Ça a été juste une équipe de contre, très très compacte physiquement, qui mettait énormément de pression sur l'adversaire. Ils étaient en plus complètement dédiés comme une espèce de mission divine, et je pèse mes mots, à Léo Messi. Donc le but du jeu, c'était de lui donner la balle dans les meilleures conditions possibles et après le laisser faire ce qu'il voulait. Donc il y avait tout ça qui faisait en sorte que effectivement l'Argentine, pour moi aussi, est une équipe défensive qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Coupe du Monde. Donc voilà. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Hein. Donc voilà, parce qu'avant 2018, alors oui, ça fait 2 Coupes du Monde, parce qu'en 2014, je pense qu'on peut dire que l'équipe d'Allemagne avait un vrai fond de jeu. C'est la dernière, on va dire 2010-2014, ces 2 équipes, donc 2010 c'est l'Espagne, et 2014 donc l'Allemagne, ces 2 équipes quand même qui avaient une maîtrise du jeu. Honnêtement, eux, ils avaient un vrai fond de jeu. Ces 2 équipes qui avaient une philosophie. Mais c'était 2 équipes aussi, et ça c'est très important dans la construction des sélections, qui avaient une très grosse majorité de joueurs qui venaient d'un ou de 2 clubs différents. En l'occurrence, l'Espagne, il y avait énormément de Real et de Barça. Et de l'autre côté, en Allemagne, tu avais énormément de Bayern Munich et pas mal de Dortmund aussi. Ce qui fait que quand tu as déjà des blocs comme ça qui viennent d'un seul club, en réalité, ils jouent quand même ensemble tout le temps. Ce qui fait que ça amène un fond de jeu naturel parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Et c'est un peu le secret de ces 2 équipes-là, c'est qu'en fait, ils avaient 4-5 joueurs qui jouaient dans le même club et ils avaient 2 blocs de 4 ou 5 joueurs qui jouaient dans le même club. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Et enfin, si vous me le permettez, je voulais revenir un petit peu sur la période. La période de l'année, qu'est-ce que ça a impliqué? Comment est-ce que ça a eu un impact sur le résultat de cette Coupe du Monde? La Coupe du Monde, donc le résultat de cette Coupe du Monde, mais aussi sur ce qui se passe là après la Coupe du Monde. Donc voilà. Alors, j'ai aussi un intervenant dont il faut que je vous parle, parce que vous le connaissez peut-être pas, les suiveurs de la 93e, la 93e le connaissent, c'est Berlioz. Il y a peut-être mon chat à un moment donné qui va arriver, je suis désolé, c'est comme ça, c'est tradition, il aime participer aux émissions, donc voilà. Bref, revenons à nos il y a une équipe qui sur le papier, à chaque compétition est forte, mais ne fait jamais rien, c'est les Anglais. Forza Youth qui dit ça. Oui, effectivement, alors je trouve qu'ils s'en rapprochent de plus en plus. Cette année, c'était de plus en plus, comment dirais-je, c'était pas juste que l'équipe de France passe, je pense, ils étaient meilleurs, un petit peu comme la Belgique en 2018, mais bon, c'est comme ça, la France maîtrise ce genre de moment. Je pense qu'il leur manque un sélectionneur qui a la gagne. J'en parlais récemment avec quelqu'un, le truc c'est que leur sélectionneur est connu pour une seule chose, c'est pour un super gros moment de lose de l'équipe d'Angleterre quand il rate son penalty, Southgate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'Euro 96, il me semble. Donc c'est vrai que c'est pas un winner, c'est pas comme Didier Deschamps, où Didier Deschamps, en fait, lui, il porte la gagne avec lui. Donc effectivement, c'est vraiment... Ça change tout parce que lui, il sait comment on gagne. Et plus exactement, les joueurs sont persuadés qu'il sait comment on gagne. Alors que Southgate... en fait, il sait comment on perd, Southgate. Il sait pas comment on gagne. Donc c'est pas... ouais, c'est ça, Forza Youth, Team Daron ici, absolument. Donc c'est pas vraiment... il transmet pas de la confiance à cette équipe. Donc je sais pas quel sélectionneur anglais pourrait incarner ça. Moi, j'aurais tendance à penser que Wayne Rooney peut vraiment...
représenter ça. Ça y est, il y a Berlioz qui va faire n'importe quoi. Et Wayne Rooney, j'ai tendance qu'il peut réellement représenter l'Angleterre qui gagne, parce que ce qu'il a fait en championnat, c'est vraiment remarquable. Donc voilà. Donc oui, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment remarquable, et je pense que Rooney peut peut-être représenter ça. Mais bon, je trouve que c'est vraiment juste ça qui manque à l'Angleterre, parce que pour le reste, ils ont une super équipe, une super génération de super jeunes. Donc bref. Ce qui manque justement en sélection est des sélectionneurs comme Guardiola, Klopp ou Mourinho. Oui, c'est vrai, mais le problème en fait, c'est que ces sélectionneurs, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas développer le jeu qu'ils produisent en championnat avec une équipe nationale. Et Pep Guardiola, par exemple, ça ne l'intéresse pas, ça. Lui, il veut avoir vraiment... lui, c'est un vrai dogmatique. Il veut vraiment avoir comment dirais-je, un impact sur le jeu. Et quand tu croises des joueurs, des joueurs 5, 6 fois, 7 fois par an, bah, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc je suis pas sûr que ces personnes deviennent sélectionneurs, ou plus exactement, je ne suis pas sûr que en tant que sélectionneur, ça marche vraiment tant que ça. Donc bref, on verra bien, le futur nous le dira. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc quel impact a eu cette sélection au mois de décembre, cette Coupe du Monde au mois de décembre ? Bah, déjà, elle a eu un impact sur les très gros clubs, ceux qui fournissent la plupart des grandes nations du football. Et pourquoi ? Parce que les 3 premiers mois de compétition, donc septembre, octobre, novembre, ont été d'une intensité absolument jamais égalée. Ils ont fait très exactement, on va dire, un club comme le Milan, un club comme la Juve, un club comme, je sais pas, Manchester City, Liverpool, etc. Ces clubs-là ont fait 27 matchs en 3 mois. 27 matchs en 3 mois. Alors, tu peux avoir des périodes dans le football où tu joues tous les 3 jours, ça, il n'y a pas de problème, mais tu peux pas avoir que des périodes où tu joues tous les 3 jours. C'est un peu comme tu peux tromper 1000 fois une personne, etc. Mais là, c'est la version footballistique. Donc, en gros, réellement, si tu fais 27 matchs en 3 mois, tu arrives au mois de mi-novembre, donc tu as commencé mi-août, tu termines mi-novembre, tu es complètement rincé. Et ça s'est vu avec justement le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, etc., etc. Toutes ces grosses nations qui fournissent énormément de joueurs à ces grands clubs, en fait, le truc c'est que, bien sûr, ces joueurs-là sont des très grands joueurs parce qu'ils sont techniques. Mais pas que. C'est que aussi, physiquement, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils ont non seulement une technique incroyable, mais en plus, ils sont au-dessus de tout le monde physiquement. Et quand tu croises une équipe comme, je vais prendre le Maroc, mais j'ai absolument rien contre le Maroc, d'accord, mais j'aurais pu prendre, je sais pas, le Japon par exemple. Tu croises une équipe comme le Japon, tu vas les dominer techniquement, mais si physiquement tu n'arrives pas à répondre à leur impact, c'est pas parce que tu es physique que tu réussiras à gagner. En l'occurrence, le Japon a gagné contre des grosses équipes pendant cette Coupe du Monde uniquement sur leur qualité physique. En fait, ils étaient ultra solides derrière, et en contre, ils étaient pas forcément brillants, mais ils l'ont été suffisamment de fois pour réussir à sortir des grosses équipes. Et c'est exactement pareil pour le Maroc, sauf que le Maroc a quand même, il y a un bémol là-dessus, c'est que le Maroc a quand même du talent offensivement, en tous les cas avec Ziyech. En fait, ils ont une espèce de colonne vertébrale qui est plutôt pas mauvaise, avec un bon goal, un bon milieu défensif, un bon milieu offensif, on va dire, avec Hakimi, donc je disais Bounou, Amrabat, Ziyech, et puis effectivement un bon piston qui s'appelle Hakimi. Après, tout le reste, c'est moyen, honnêtement, c'est pas terrible, mais s'ils sont très au-dessus physiquement de n'importe quelle équipe, ils arrivent à faire des différences. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en demi-finale. En l'occurrence, d'habitude, les très grandes équipes, non seulement elles te dominent physiquement, mais en plus elles te dominent techniquement. Ce qui fait que c'est injouable, et c'est pour ça qu'il n'y a pas ces surprises-là d'habitude dans les autres Coupes du Monde. Parce que ils ont en fait 1 mois de préparation avant la Coupe du Monde. Généralement, ça s'arrête mi-juin, mi-mai, les compétitions, et ça reprend mi-juin la Coupe du Monde. Ce qui fait que tu as 1 mois, en gros, tu as comme une préparation estivale avant une très grande compétition. Ce qui fait que les très grandes équipes sont
au top physiquement. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé pour moi, en tous les cas, pour cette Coupe du Monde. Et on le voit exactement avec l'Argentine. L'Argentine, il y a un joueur qui était au-dessus de tout le monde et qui a effectivement joué beaucoup de matchs, etc. C'est Léo Messi. Mais après, si vous reprenez toute l'équipe d'Argentine, la plupart jouent dans des clubs un petit peu anonymes, hein, en passant par le gardien, les McAllister, les trucs comme ça. Et on va dire que la majorité de l'équipe n'a pas fait 27 matchs en 3 mois. Ils ont fait 14-15 matchs en 3 mois. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, vous avez vu l'impact physique que l'Argentine a mis dans tous ces matchs, et en particulier dans la finale. Ils étaient très au-dessus de la France, physiquement, mais pas techniquement. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup plus de talent en France, si je prends les équipes de la finale, hein, il y a beaucoup plus de talent en France qu'en Argentine. Si ce n'est qu'on a été complètement asphyxié par l'équipe d'Argentine. L'équipe d'Argentine a gagné, pas parce qu'elle avait des grands joueurs, parce qu'elle avait un grand joueur qui était servi par un collectif de joueurs moyens, mais dans une forme physique incroyable. Voilà ce que j'en pense, d'accord ? Parce que même les Dybala ou les Di Maria, en fait, eux, ils ont quasi pas joué parce qu'ils étaient blessés tout le temps. Donc, les seuls qui vraiment ont joué beaucoup, c'est De Paul et les joueurs de Benfica, en gros. Donc, ça fait 3 joueurs. Je crois que c'est Enzo Fernandez, Otamendi et puis c'est tout. Donc voilà. Donc, c'est pas les autres. Ils ont joué très peu de matchs. Lautaro Martinez aussi, c'est vrai. Mais il n'a pas joué de la compétition. Finalement, ça a été l'autre joueur de City qui ne joue pas, qui est remplaçant. Donc voilà. Alors, 2 petites questions. Le contre, du coup, c'est la France. Ils jouent pratiquement tous dans des grands clubs et ça va en finale. Alors oui, justement, je vais venir à la France. Et l'équipe la plus impactée par ce mondial en décembre sont les Anglais. Les Anglais auraient pu gagner en été. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Alors, l'équipe de France, c'est différent. L'équipe de France, le truc, c'est que nous, on a un réservoir complètement dingue de joueurs, hein, parce qu'on a quand même 6 ou 7 titulaires qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment important. Et pourtant, on a une équipe qui est allée en finale de Coupe du Monde. Déjà d'une, parce que la plupart de nos joueurs ont un physique hors norme. Honnêtement, physiquement, on est normalement au-dessus de quasi tout le monde. Tu prends les Tchouaméni, Fofana, je prends ceux de la finale. Les Tchouaméni, Fofana, Upamecano, mais même si tu fais rentrer Konaté, etc., très honnêtement, c'est très très au-dessus de beaucoup de monde physiquement. Donc, nous, c'est un petit peu particulier et je pense que le fait qu'on n'ait pas eu ces 6 ou 7 titulaires là qui sont là, en fait, qui n'étaient pas là, finalement ça nous a servi parce qu'on a eu des joueurs plus jeunes, plus frais physiquement et qui sont allés jusqu'au bout. Donc voilà, mais nous on est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Honnêtement, c'était un petit peu l'exception qui confirme la règle. Le reste, honnêtement, toutes les équipes très 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 sollicitées dans les 3 premiers mois ne sont pas allées loin du tout. L'Allemagne n'a jamais réussi à faire une différence. L'Espagne, à un moment donné, ça plafonne. Et le Portugal, c'est la même chose. Hein. Leurs joueurs ont joué 100 000 matchs depuis le début de saison. Donc voilà, c'est un petit peu le truc. L'impact physique déjà dans la Coupe du Monde. Et finalement, on voit que l'équipe championne du monde avait des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup pendant la première partie de saison et qui ont pu mettre un impact physique vraiment très très intense pendant cette Coupe du Monde. Salut Aurel, il y a Pic qui nous rejoint. Pic, c'est aussi quelqu'un qui a participé à la 93e. Donc voilà, je suis très content que tu sois là. Bienvenue. Donc ça, c'est l'impact sur la Coupe du Monde. Et puis maintenant, on voit l'impact post-Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, oui, t'as raison, Forza You, tu regardais la Carabao Cup entre Manchester City et Liverpool, ça a été un super match, mais ils ont pris 112 buts chacun. Enfin, je régale, mais ça s'est terminé à 4-3 ou 3-2, je sais plus. En l'occurrence, c'était un petit peu annonciateur de ce qui allait se passer ensuite. Parce que finalement, tu regardes là, Manchester City, ils ont fait un match nul contre je sais plus qui, mais une équipe un peu anonyme. Liverpool a perdu 3-1 contre Brentford. Le Paris Saint-Germain a perdu 3-1 contre Lens, etc., etc. En fait, on se rend compte que Everton, voilà, merci Forza You pour City. On se rend compte que, en l'occurrence, les grosses équipes qui ont joué beaucoup pendant la première partie de saison, qui ont ensuite subi la Coupe du Monde et qui ont ensuite repris, ont beaucoup de mal à gagner derrière. On prend le Paris Saint-Germain, il y avait 6 joueurs là contre Lens, il y avait donc bien sûr pas Neymar, pas Messi, donc déjà c'est quand même un problème. Et ensuite, il y avait 6 joueurs qui avaient participé à la Coupe du Monde. Alors aller se balader à Doha, faire des matchs, des camps d'entraînement, etc., alors que les autres sont en train de se reposer. Une équipe comme Lens, ils ont eu 1 mois de coupure. Donc forcément, Everton, il y a énormément de leurs joueurs qui ont eu beaucoup de coupures. Donc voilà.
Effectivement, ouais. Arsenal qui a eu peu de joueurs titulaires marche du feu de Dieu. Oui, c'est vrai. Finalement, tu prends les titulaires qui jouent dans les sélections dans lesquelles les joueurs sont sont sélectionnés à Arsenal, excepté Xhaka et Saka, les deux, Xhaka et Saka. Il n'y a pas grand monde qui est allé à la Coupe du Monde. Odegaard n'y est pas allé parce que son équipe n'est pas qualifiée. Martinelli, il a quasi pas joué. Gabriel Jesus, bon, il est blessé et puis il a pas joué. Et puis après, au milieu du terrain, etc. Tout ça, ça a pas joué en fait pendant cette Coupe du Monde. Donc Arsenal, c'est vrai, s'en sort plutôt pas mal. Il y a juste un petit bémol à ça, c'est que l'Inter hier a battu le Napoli. Et en revanche, au Napoli, il n'y a personne qui allait à la Coupe du Monde quasi. Il y a Zelinski et puis c'est tout quoi. Donc et pourtant, ils ont perdu contre l'Inter. L'Inter avait beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde. Donc ça, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Bah là, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ça l'impact finalement de la Coupe du Monde. C'est vraiment ça. Cette Coupe du Monde au mois de décembre a perturbé complètement l'équilibre et des saisons et aussi de la Coupe du Monde en elle-même. Donc moi, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que les Coupes du Monde dans l'hémisphère nord en hiver, c'est vraiment pas cool. Alors les gens vont me dire, bah ouais, mais d'habitude c'est dans l'hémisphère sud en hiver. C'est vrai, mais l'hiver en Australie, par exemple, c'est pas le même que l'hiver en France ou l'hiver en Allemagne ou l'hiver, etc. Je pense qu'en Australie, tu peux quand même aller regarder un match sur une terrasse d'un bar, même si c'est en hiver. En France ou en Australie, c'est un petit peu plus compliqué. Bien que cet hiver soit vraiment particulier. Mais voilà, ça n'a pas donné une super ambiance. Moi, je suis pas super fan de ça. Et puis en plus, le football, c'est un sport de l'hémisphère nord. Je suis vraiment désolé, mais... Enfin, c'est pas un sport de l'hémisphère nord, mais on va dire que les endroits du monde où c'est suivi, le football, style historiquement, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'hiver, en fait, le mois de décembre, c'est pas trop voilà, c'est pas vraiment un hiver. Donc voilà. Je dis n'importe quoi là, c'est-à-dire que l'été, en fait, c'est beaucoup plus cool de suivre une Coupe du Monde. Donc voilà. Voilà, c'est un petit peu mon avis sur l'impact de la Coupe du Monde au mois de décembre. Comment est-ce que ça a perturbé et les équipes. Alors, je sais pas ce que ça va donner dans les championnats à moyen terme, mais effectivement, je pense que on parlait de beaucoup de blessures avant la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'il va y en avoir aussi beaucoup dans les gros clubs après la Coupe du Monde. Donc on verra bien. Effectivement, tu as raison, Forza Juve, il parle d'une Coupe du Monde en Arabie Saoudite en 2030. Et en l'occurrence, elle se fera effectivement en hiver, a priori. Je pense que on verra d'ici là. De toute façon, je pense que la Coupe du Monde se jouera à 183 équipes et que ça passe en hiver ou en été, de toute façon, ce sera pas intéressant. Donc voilà. Ouais, effectivement, il y a la Ligue des Champions aussi. Forza Youth dit il y a la Ligue des Champions qui revient bientôt. C'est vrai, il y a la Ligue des Champions qui revient. Donc les blessures vont se multiplier. Enfin, après, là, il y a les coupes qui se jouent aussi en ce moment. Donc je pense aussi que là, il va y avoir pas mal de casses parce que le mois de janvier n'est pas une période très très pratique pour jouer au foot. Il fait froid. Donc voilà. Écoutez, c'était mon avis sur la Coupe du Monde. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais en même temps, je me suis présenté. Donc, j'ai pris un petit peu de temps pour me présenter avant. Donc voilà, on est revenu sur le niveau émotionnel. Comment est-ce que ça s'est passé cette Coupe du Monde, qui est-ce que ça fait vibrer et pourquoi est-ce que ça fait vibrer les gens. Ensuite, le niveau technique. Et puis ensuite, on s'est demandé quel impact ça a eu sur la compétition, que ce soit organisé au mois de décembre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais j'avais juste envie de faire des petits avis comme ça pendant 30 minutes. Donc voilà. Alors juste, je lis les derniers commentaires. Pour 2030, ça va jouer probablement entre l'Arabie Saoudite et le trio Portugal, Espagne, Ukraine. Ah, le Portugal, Espagne, Ukraine est très très, comment dirais-je, exotique. Ça va vraiment être sympa. Pareil, hein, au niveau impact climatique, ça va être drôle. Et enfin, juste niveau arbitrage, cata complet ce mondial, gros point noir, pire que celle de 2002 pour moi. Je sais pas. Alors, le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas eu assez de sens donné aux arrêts de jeu infinis, là, ou au temps de jeu effectif, on va dire. Et puis, il n'y a pas eu assez de sens non plus donné sur comment est-ce qu'on met des cartons. Il n'y a quasi pas eu de carton pendant cette Coupe du Monde. Hein. Tout était un peu toléré. Ils voulaient surtout pas mettre un carton rouge.
Donc voilà, écoutez, je sais pas, faut voir un petit peu. Je sais que la Serie A a commencé à faire le temps de jeu effectif, un peu comme à la Coupe du Monde. Là hier, par exemple, le match du Milan là hier midi a eu 8 minutes d'arrêt de jeu alors qu'il s'était rien passé, c'est juste temps de jeu effectif. Donc voilà, donc je sais pas comment ça va modifier les choses. Moi, très honnêtement, Forza Youth, j'ai pas été choqué par l'arbitrage de cette Coupe du Monde. Hein. Depuis qu'il y a la VAR, de toute façon, je dors plus ou moins tranquille sur l'arbitrage. C'est très rare que je sois frustré par l'arbitrage. Honnêtement, la plupart du temps, on peut pas vraiment passer à côté d'une très très grave erreur. Il n'y a pas d'erreur complètement folle qui me vient à l'esprit là sur cette Coupe du Monde. Il y a des interprétations des fois qui auraient pu être faites dans un sens ou dans l'autre, mais ça après c'est un être humain qui juge, c'est pas un arbitre. L'arbitre, c'est pas un juge l'arbitre, c'est un arbitre. Il prend donc des décisions arbitraires. Donc c'est pas un juge, il est pas là pour rendre une justice. Donc voilà, je peux comprendre qu'il interprète. Donc Paredes contre les Pays-Bas, c'est rouge et en finale Kata l'arbitre. Ouais, écoute, je respecte ton avis, mais je dis pas, voilà. Paredes, oui, il peut prendre un deuxième jaune en tous les cas dans les Pays-Bas. Après, la finale, je trouve que ça va. Je n'ai pas trouvé ça fou, l'arbitrage. Donc voilà. J'avoue que j'aurais bien aimé que ça tourne dans l'autre sens, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, en tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été là dans les commentaires, d'avoir été là pour regarder. Je remercie ceux qui vont regarder ça en différé sur Twitch, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne de Buonasera Calcio, ou bien en podcast sur toutes les plateformes de stream. Apple Podcast, ça va arriver, mais pas tout de suite parce qu'il y a quelques petits problèmes techniques. Mais en revanche, vous pouvez me retrouver sur Spotify, sur Ocha, sur SoundCloud, sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé dans les commentaires. L'avantage de la Coupe du Monde et des soucis d'arbitrage, c'est que ni le Real ni le Barça n'est engagé, effectivement, et ce sera la conclusion, Pic. Merci beaucoup de conclure comme ça, tout à fait. Tant qu'il n'y a pas le Real et le Barça, c'est pas un problème l'arbitrage. Non, je rigole, c'est une private joke, on en reparlera plus tard. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse et à lundi prochain, nouvel épisode de Buonasera Calcio. Ciao, ciao.